Le désert. Vous pensez peut-être qu'il n'y a rien dans le désert. Du sable, des cactus, 2 ou 3 serpents à sonnette et c'est tout. Erreur. Il y a plein de trucs dans le désert. Prenons par exemple le désert du Grand Bassin aux États-Unis. 500 000 mètres carrés, l'un des plus grands au monde. Eh bien, est-ce que ce serait pas la zone 51 ? On la voit bien, dites donc. Est-ce qu'on pourrait pas zoomer encore un petit peu dessus ? Voilà. C'est en 3D, mais c'est génial. Et regardez, on peut même se balader dans la zone 51, c'est tellement bien Google Earth. Je me demande si en allant par là, on pourrait pas trouver quelque chose d'intéressant. Il y a pas très longtemps, j'ai passé une semaine dans le Nevada. J'en ai profité pour faire un petit road trip à travers le désert, 3000 km, enfin 1800 miles, comme on dit là-bas. C'est moi qui conduis là. Bonjour. D'ailleurs, première remarque sur les déserts, qui dit désert ne dit pas forcément coupé du monde. Aujourd'hui, la plupart des déserts sur Terre sont traversés par des routes et on y trouve même de temps en temps des villages, voire même des villes carrément. Las Vegas, par exemple, la plus grande ville du Nevada, a poussé en plein milieu du désert. Mais on ne va pas parler de Vegas aujourd'hui. Dirigeons-nous plutôt à 144 km à l'ouest de la ville pour explorer le Trou du Diable. C'est de la petite route, je vous cache pas qu'on croise pas grand monde et on respire pas mal de sable. Ok. Devil's Hall. Il y a une maison là-bas au fond. Mais à part ça, pas grand chose. Bon, faut continuer à pied. Putain, c'est tellement sécurisé. Waouh, 5 000 $ d'amende et ou 6 mois de prison pour endommager la végétation. Techniquement, si je mets un pied de l'autre côté de ces pierres, je peux finir en prison et payer 5 000 $. C'est un peu... Waouh, j'ai l'impression de rentrer dans une prison. Le Trou du Diable. Ok, c'est un trou. Mais alors, pourquoi autant de sécurité ? Une clôture, des barbelés, des caméras de sécurité ? Pourquoi une amende de 5 000 $ si on s'écarte du chemin ? Ça fait pas beaucoup pour un simple trou ? Devil's Hall, c'est d'abord une ancienne légende indienne qui veut que l'endroit soit un portail jusqu'à une ancienne civilisation sous terre. Et en effet, si petit soit ce trou, il est l'entrée d'un gouffre rempli d'eau tellement profond que l'on n'a jamais réussi à en mesurer la profondeur. En 1991, des plongeurs sont descendus jusqu'à 180 mètres sans réussir à atteindre le fond. Des chercheurs pensent même que le lac souterrain est peut-être relié à d'autres parties du monde. En 2012 par exemple, un tremblement de terre au Mexique à plus de 3000 km a provoqué un tsunami dans le Trou du Diable. D'ailleurs, l'endroit est particulièrement dangereux et connu comme étant un labyrinthe souterrain infini. En 1965, 2 plongeurs s'y sont perdus et n'ont jamais refait surface. Peut-être avez-vous entendu parler de Charles Manson. Gourou d'une secte, il se faisait passer pour la réincarnation de Jésus-Christ. Responsable de l'assassinat de plusieurs personnes dont la femme de Roman Polanski, il est condamné à mort en 1971. Et lui il croyait vraiment au truc du passage vers un autre monde et il avait pour objectif, alors avant d'aller en prison, de drainer toute l'eau du lac souterrain pour y accéder. Mais malgré toutes ces histoires, ça n'est pas pour cela que l'endroit est si étroitement protégé. En effet, le lac abrite l'espèce de poisson la plus rare du monde, et donc l'une des espèces les plus protégées du monde. Le Devil's Hall Desert Pupfish. C'est une toute petite espèce de poisson bleu mesurant à peine 2 cm et qui ne vit qu'à la surface de ce lac d'environ 10 mètres carrés et dont la population est descendue à 35 individus en 2013. Ici donc on ne plaisante pas avec la sécurité, caméra, détecteur de mouvement, on est devant l'un des endroits les plus sécurisés de la région. En 2016, un homme en état d'ivresse a pénétré dans le Trou du Diable, il a uriné, vomi, renversé de la bière et même oublié son slip dans l'eau. Responsable de la mort d'un poisson, il a été condamné à 1 an de prison ferme, plus 15 000 $ d'amende et interdiction à vie de rentrer dans une réserve fédérale. Le Trou du Diable, un endroit reculé, tranquille et plein d'histoires passionnantes, comme je les aime. Vous entendez le silence ? C'est mon plus grand plaisir dans la vie, ça, le silence. Notre prochaine destination, c'est la ville abandonnée de Riolite. Non, attends, pas tout de suite, d'abord il y a un autre truc. Je me suis arrêté au bord de la route pour vous montrer quelque chose. Derrière ces montagnes là-bas, à environ 60 km, se trouve le site d'essai nucléaire de l'armée américaine. Je me baladais sur Google Maps à côté de la zone 51. Et à environ 10 km de la zone 51, j'ai vu plein de cratères, c'est assez impressionnant. Chacun de ces cratères représente un essai nucléaire
Il y en a vraiment beaucoup. C'est un site évidemment qui se trouve sur la base américaine. Derrière moi, à quelques kilomètres, se trouve l'entrée de la base américaine. Donc on peut pas y accéder comme ça. Le site est ouvert de temps en temps, peut-être une fois par mois aux touristes. Mais il faut s'inscrire très longtemps à l'avance et c'est complet jusqu'en peut-être 2020-2021 là. Enfin, c'est quasiment impossible d'aller le voir. Mais ce site est fou. Notre prochaine destination, c'est la ville abandonnée de Riolite. C'est à environ 1 heure de route en direction du nord-ouest. 1 heure à traverser le désert sans vraiment rien voir. Le Nevada, c'est presque 300 000 km², donc une superficie équivalente à un pays comme l'Italie, l'Allemagne ou bien le Japon, mais avec une population de seulement 3 millions d'habitants et dont les 2 tiers habitent à Las Vegas. En gros, il n'y a personne. Sur ma route, à part des cactus, je vais tout de même croiser le Alien Center, qui est l'une des attractions principales de la région. En fait, c'est une station essence, et aussi le petit village de Betty sur le chemin de la vallée de la mort. 1000 habitants, une ville en fait, à l'échelle du Nevada, et ça bouge pas de ouf dans le coin. Et c'est juste à côté de Betty que l'on trouve Riolite, autrefois une ville de 10 000 habitants dont il ne reste que quelques bâtiments en ruine et un endroit un petit peu spécial que l'on va découvrir dès maintenant. Au Nevada, il y a énormément de villages abandonnés. Les villes fantômes, elles datent tout ou presque de l'époque de la ruée vers l'or. À première vue, ça pourrait être un vrai paradis pour l'urbex, mais alors pas du tout parce que la majorité des villages ont été complètement rasés ou alors ils ont été complètement détruits par le temps. C'était des maisons de qualité très mauvaise et quand il reste des choses à voir, des mines, des carcasses de voitures, des bâtiments, souvent c'est transformé en musée ou en parc d'attractions presque, donc c'est pas très intéressant en général. Ce village qui est juste à la frontière avec la Californie, là-bas c'est la vallée de la mort tout au fond, me paraît être un bon compromis. Il reste quelques bâtiments intéressants, ils ont été protégés donc on peut pas rentrer à l'intérieur, mais il n'y a pas tout un cirque avec une entrée à payer etc. Donc c'est peut-être le mieux qui est, je sais pas, mais c'est pas pour les maisons en fait que je suis venu là, c'est parce qu'ils ont aménagé une espèce de musée qui est assez intéressant, un petit peu dark, fantomatique. Je vous laisse juger par vous-même. On va pousser un petit peu plus loin au milieu de nulle part et s'enfoncer dans la vallée de la mort en Californie. Notre objectif c'est le Scotty's Castle qui a une histoire assez marrante que je vais vous raconter une fois sur place. D'ici là, la prochaine station essence sur ma route est à 250 km et elle sera sûrement fermée la nuit, donc attention, je n'ai pas le droit à l'erreur. La route est fermée, merde. Il va falloir réfléchir, je suis quand même au milieu du désert. Bon. Je coupe, Ok, on abandonne Scotty's Castle qui sera le fail de la vidéo. On y retournera peut-être lors d'un road trip en Californie. En attendant, je viens de m'arrêter sur le bord de la route pour faire une petite pause. C'est les phares de la voiture qui m'éclairent là. Il fait extrêmement froid. Il est 9h30, 10h là. Et j'ai froid comme en plein hiver. C'est vraiment, c'est pas une légende, le désert, c'est froid. Il y a un putain de ciel étoilé. Une nouvelle fois mes amis, c'est officiel, la malédiction du fail s'est encore une fois abattue sur moi. C'est assez incroyable, j'ai traversé quasiment tout le Nevada, enfin j'ai passé toute la journée sur la route pour venir ici. Vous voyez, je suis devant une porte fermée, vous comprenez où je veux en venir. Il y a là-bas, derrière ces arbres, un geyser en cône qui est magnifique. C'est peut-être un des plus beaux du monde, j'imagine.
Et je voulais vraiment le voir. Ça fait plus d'1 an qu'il est sur ma carte Google Maps et je me suis dit si je viens au Nevada ou dans le coin, il faut vraiment que je passe ici. Je suis ici et c'est sur une propriété privée. Apparemment on peut le visiter quand même, donc il faut prévoir à l'avance en envoyant un email à cette adresse. C'est lourd, c'est chiant, puis en plus c'est les États-Unis, hein. Si je m'aventure dedans, je vais me prendre un coup de fusil. Enfin, bon, je l'ai quand même vu un petit peu de loin. Je suis tout au nord du Nevada, à des centaines de kilomètres de la zone 51, mais ça fait déjà pas mal de temps que je vois ce genre de paysage, des grandes étendues de désert très plat et très sec, donc très solide. Et c'est exactement sur ce genre de terrain qu'a été établie la zone 51, un endroit isolé avec un sol qui forme une piste d'atterrissage naturelle et le tout entouré de montagnes. Parce qu'avant tout, la zone 51, c'est une base aérienne qui sert au test des appareils ainsi qu'à l'entraînement des pilotes. L'avantage de conduire dans le désert, c'est que t'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, tout droit. Il n'y a pas vraiment cette notion de, tu vois, la voiture elle avance, c'est tranquille quoi. Il n'y a pas beaucoup de risque d'accident quand il n'y a rien autour. Ça j'aime bien, ça permet de filmer, ça permet de discuter sans vraiment se prendre la tête sur la route quoi. Le désert. Apparemment dans le Nevada, le désert fait aussi office de casse ou d'entrepôt pour les camions, je ne sais pas. Au milieu du désert, remarquez, ils ont de la place, hein. Regardez, ça fait un putain de beau parking, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Il n'y a personne. Et c'est vraiment... c'est dans le désert quoi, on peut pas être plus dans le désert. C'est ouf. À l'entrée du désert, un panneau indiquait la présence d'une fusée ou d'un site de lancement apparemment sur la gauche. Il n'y avait absolument aucune indication sur la distance ou la direction précise à prendre, mais j'ai décidé de suivre les quelques traces de voitures qui allaient dans cette direction pour voir si je trouvais effectivement quelque chose. C'était plutôt loin, je me suis enfoncé d'environ 30 ou 40 km dans le désert, et voilà ce que j'ai trouvé. On y est. Après peut-être 3/4 d'heure de route dans le désert, je suis arrivé au site de lancement de fusée du désert de Black Rock. Ça claque un peu comme nom comme ça, mais en fait il n'y a rien. Il y a juste... voilà, c'est ça. Il y a des piquets sur le sol, quelques plots orange. On pense qu'il n'y a rien dans le désert, en fait il y a plein de trucs. Et regardez, il y a des gens qui connaissent l'endroit et qui viennent camper ici. Et voilà, et je me les gèle. Je me les gèle, j'ai tellement froid. Il fait froid, il pleut. Je pense que j'ai choisi la pire journée pour partir à la recherche de ces flèches. Et effectivement, je pars à la recherche de mystérieuses flèches de pierre disséminées dans le désert du Nevada. Enfin, d'une flèche en particulier, parce qu'elles sont dispersées sur des milliers de kilomètres. La végétation, on dirait qu'elle est jaune, mais quand on regarde de près, il y a du rose, il y a du vert presque bleu, du blanc, du gris. Vous voyez ces branches mortes là? C'est les trucs qu'on voit passer dans les westerns pour montrer qu'il n'y a personne dans la rue. Ça fait... Et ben ça existe vraiment, j'en ai vu plein passer sur la route quand je conduisais. C'est ça. J'en ai trouvé un autre. Celui-là il a déjà roulé un petit peu, donc il s'est accroché avec une autre branche. Et il a une forme un petit peu ronde. Petit à petit ils deviennent de plus en plus gros. Allez, va en ville. Derrière moi il y a un trou rempli d'eau. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais j'ai comme l'impression que c'est dangereux. Il y a quand même un bon petit vent frais, hein. C'est pas parce qu'on est dans le Nevada et que c'est quasiment que du désert qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de pluie, qu'il n'y a pas de neige, qu'il fait pas froid. Il y a quelque chose sur le sol là, je pense que c'est ça. Yes, on l'a fait, elle est là. Ah, elle est balèze quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mètres. Allez, c'est vendu pour 14 mètres. Alors qu'est-ce que c'est que ces flèches, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, ces flèches sont l'ancêtre du GPS. En effet, dans les années 1920, 1550 flèches de béton comme celle-ci ont été construites d'est en ouest des États-Unis. Ce système aidait à guider les avions de la Transcontinental Airway System,
La Poste, en fait, à une époque où il n'y avait ni satellite, ni radar et encore moins de pilote automatique. À l'origine, il ne s'agissait pas de simples flèches de béton posées sur le sol, déjà elles étaient peintes en jaune et aussi chacune d'entre elles était surmontée en son centre d'une tour avec tout en haut une balise lumineuse pour guider les avions. À l'arrière de chaque flèche, on avait aussi une petite baraque, on imagine qu'elle abritait un gardien, un peu comme un gardien de phare. Pour les pilotes d'avion, il suffisait alors de se diriger vers la lumière d'une tour, puis de suivre la direction de la flèche pour tomber sur la prochaine tour à quelques kilomètres. Beaucoup de ces flèches n'existent plus, mais il en reste néanmoins un peu partout à travers les États-Unis, souvent dans des endroits un peu isolés. Certains sites internet en répertorient plus d'une centaine. Perso, j'adore ça, ça fait penser à une chasse au trésor historique. Bref, je vais vous mettre sur la carte ici Japon les emplacements des flèches. Malheureusement, je vais juste voir celle-là parce que ça prend un temps fou. Elles sont plus ou moins faciles d'accès, mais il faut bien compter 3/4 d'heure, 1 heure de marche, plus faire un détour en voiture, etc. Donc ça, c'est une demi-journée d'utiliser, je vais pas en voir plus. Mais ça m'amuse extrêmement ce genre d'endroit. C'est les petits endroits un petit peu reculés dans la nature que personne ne connaît, ou personne ne va, ou presque personne. J'adore ça. En plus, il y a une histoire derrière. Vous connaissez certainement le triangle des Bermudes, l'endroit qui est très connu pour ses crashs d'avions et puis ses naufrages de navires, de bateaux. Et bien ici au Nevada, il y a le triangle du Nevada. C'est beaucoup moins connu et beaucoup plus récent, et ça ne concerne pas les bateaux mais seulement les avions. Ces 50 dernières années, on compte environ 2000 crashs d'avions dans ce fameux triangle du Nevada. Ça part de la chaîne de montagne Sierra Nevada jusqu'à la porte de la zone 51. Et tous ces crashs sont dus essentiellement à 2 facteurs. Le premier, c'est évidemment les tests et les entraînements effectués par l'Air Force et la CIA aux abords de la zone 51. Il y a beaucoup de crashs d'avions militaires, mais il y a aussi et surtout beaucoup de crashs civils. C'est dû à un phénomène météo apparemment qui passe au-dessus de la Sierra Nevada. C'est la première chaîne de montagne qui arrive depuis l'océan. Les vents montent et redescendent très fortement et plaquent les avions au sol ou les balancent contre un flanc de montagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez du millionnaire Steve Fossett, voilà, c'est Steve Fossett, c'est un millionnaire américain qui était très connu pour ses nombreux records du monde. C'était par exemple le premier à avoir fait le tour du monde en ballon, puis il faisait plein de trucs fous en avion, en bateau, il faisait de l'alpinisme, c'était un malade ce mec. Et un jour, en 2007, son avion s'est crashé dans la montagne, ici au Nevada, et on a mis 1 an à le retrouver. Comme c'était une personnalité importante, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées, surtout durant les premières semaines, et les chercheurs ont trouvé plein d'épaves d'avions, pas la sienne, enfin pas tout de suite, mais ils ont trouvé plein d'épaves d'avions. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que putain, il y a un sacré nombre de crashs dans la région, parce que quand ça arrive petit à petit comme ça, on s'en rend pas forcément compte. Et là, tout le monde a pris conscience qu'effectivement, la région était pas mal dangereuse. Donc il n'y a pas que des flèches un peu partout dans le désert du Nevada, il y a aussi des carcasses d'avions à droite à gauche, pas facile à trouver ou à accéder souvent, mais il y en a. Et sans plus attendre, on se dirige vers le village de... Je vais quand même prendre 2 minutes pour manger, là. C'est possible ça, entre 2 expéditions dans le désert, de faire une petite pause? Non? Il y a quand même beaucoup de trucs abandonnés au Nevada. Je suis dans la petite ville de Tonopah qui a une atmosphère vraiment très particulière. Et on y trouve entre autres le Clown Motel qui est le motel le plus connu je pense du Nevada. La mascotte c'est le clown Jolly, c'est très bizarre, je voulais m'arrêter là mais c'est impossible de réserver en ligne, enfin il faut passer par Facebook et tout ça, c'est un peu chiant, il n'y a pas de site officiel. Et ce qui est marrant c'est que juste à côté du motel, un cimetière, c'est bien glauque hein. Charles Smith, 33 ans, de Colombie-Britannique, donc canadien, mort en 1906. Il a été assassiné. Lui, il est mort à 24 ans de la fièvre. Mort dans l'extension de la mine de Tonopah quand il est tombé accidentellement de la cage, quand il a été remonté à la surface. C'est très précis hein, comme circonstance de mort. Et oh, ça c'est un rail de chemin de fer, on l'avait pas vu encore celui-là. Milo, il a été emporté par la pneumonie en 1911. Oh, il s'appelait Henry Oppenberger.
et il est mort brûlé. Ils ont brûlé le burger. Ça rend pas drôle, mais j'étais obligé de la faire. Je suis désolé. Hein. Mort dans les mines, mort de la fièvre, mort brûlé, c'est tout des morts qu'on voit plus trop de nos jours, ça. Hein. J'aime beaucoup les cimetières. Vous me voyez souvent visiter des cimetières, mais vraiment, je trouve ça. Chaque cimetière est différent à son atmosphère et on se représente bien la culture qu'il y avait à l'époque à cet endroit-là. Et celui-là est particulièrement particulier. J'avais jamais vu des tombes faites avec des morceaux de rails de chemin de fer, des planches, des morceaux de tout, quoi. Ah, cette atmosphère. Dans le petit village de Goldfield, perdu au milieu du désert, on trouve une forêt assez étrange puisque vous le voyez derrière moi, il s'agit d'une forêt de voitures. Le spectacle est vraiment... Moi j'adore ça. Il y a plusieurs dizaines de carcasses de voitures qui ont été plantées à même le sol comme ça. À vue de nez, je dirais une bonne trentaine, peut-être un peu plus. Et chacune des carcasses a été peinte de graffiti. On a vraiment l'impression de visiter une galerie d'art à ciel ouvert au milieu du désert. Et il n'y a personne. C'est un spectacle dont on peut profiter seul. On est le week-end en plus. Donc j'imagine que c'est trop loin, trop difficile d'accès. Personne, voilà. Ce sera sur la carte ici Japon évidemment, comme tout ce que je vous montre. Je trouve ça très bien. C'est le genre d'endroit que